Bonsoir à tous. Alors, c'est la première fois pour moi que je parle devant des classes préparatoires littéraires. Je ne suis pas du tout habitué à ce genre de public. Je vais essayer de vous faire un petit panorama. Alors, ça ne va pas suivre les plans auxquels vous êtes habitués ou que l'on exige de vous lors des calls. Je vais vous faire un descriptif un petit peu de ce qu'est la composante maritime des Outre-mer. Et en face de cela, quels sont les risques que l'on a pu rencontrer dans le temps, dans l'histoire, et que l'on rencontrera demain. Un petit mot sur le risque. Quand on parle de risque, en fait, ce qui nous importe, c'est la notion de criticité du risque, c'est-à-dire dans quelle mesure un risque va être dérangeant pour nous et dans quelle mesure on va pouvoir déployer un certain nombre de stratégies pour pouvoir les gérer. Il y a des risques qui ne se gèrent pas, il y a des risques qui ne nécessitent pas d'être gérés, qu'on peut accepter. Et donc, dans ce développement que je vais vous faire autour de l'outre-mer et des questions maritimes de l'outre-mer et des risques maritimes, il faudra que vous ayez toujours en tête cette notion de qu'est-ce qu'une criticité, à partir de quel moment un risque va-t-il devenir critique, et ne perdez pas de vue que le risque, c'est la fréquence, c'est-à-dire la fréquence, est-ce qu'il y a des risques qui arrivent souvent ou pas souvent, par rapport à la gravité. Et la gravité, c'est essentiellement la question de la mesure de l'impact, dans quelle mesure un risque est impactant pour nous. Et vous allez voir, je ne vais pas vous l'expliciter, mais vous verrez au cours de ces développements historiques entre hier, aujourd'hui et demain, que la notion de gravité a évolué dans le temps parce que les économies, parce que les peuplements n'ont pas été identiques et les enjeux n'étaient pas les mêmes au cours du temps. Monsieur Verluise a dû vous faire circuler le lien vers un livre qui est produit par le Centre d'études stratégiques de la marine, le CESM, qui a une collection qui est extrêmement bien faite sur la question océanique, les études marines, et il y en avait une sur l'outre-mer. Je reprendrai juste en introduction les éléments de l'introduction de cette étude marine, et je vous renvoie d'ailleurs à un des auteurs qui est très bon, qui s'appelle Cyril Poirier-Coutancé, qui a énormément écrit pour vulgariser et diffuser, je dirais, les idées maritimes dans la société française récente. Et dans cette introduction, il rappelle que les Outre-mer, du point de vue de la mer, du point de vue de la France, se déclinent essentiellement dans deux composantes qui sont une composante stratégique et une composante de souveraineté. Et je pense que c'est une bonne manière d'aborder l'outre-mer, les outre-mer. Et puis il faut avoir conscience que outre-mer, ce n'est pas simplement les dom-tom ou les docom, ou peu importe la manière dont on les appelle aujourd'hui, c'est outre-mer, ce qui était au-delà des océans. Et ça résume bien, en tant que tel, ça résume bien cette notion où finalement on va voir la mer comme un lien qui permet de se connecter à quelque chose. Et d'ailleurs, quand on parle des outre-mer, finalement, on parle très peu de la mer. On parle très peu de l'aventure maritime qui a permis de chercher ces outre-mer dans le temps et l'histoire. Donc, voilà, en introduction, pensez un petit peu à cette notion de stratégie, de souveraineté, d'outre-mer, ce qui est au-delà. Qu'est-ce que cela représente d'aller chercher loin, dans l'économie du distant, comme dit Fernand Braudel? Qu'est-ce que ça représente comme énergie qu'il faut déployer pour aller chercher ces leviers qui seront des leviers de puissance, ou un démultiplicateur de puissance, puissance économique ou puissance stratégique. Alors, parler de stratégie et de souveraineté nécessite de réfléchir aussi bien du point de vue de l'outre-mer, enfin, de la zone dans laquelle se trouve l'outre-mer, de ce qu'est l'outre-mer, que du lien entre l'outre-mer et la métropole, et du lien entre l'outre-mer et la région qui l'entoure. Et ça, on peut le voir tout de suite avec cette première carte. Vous avez déjà normalement vu cette carte qui est l'emprise spatiale des zones économiques exclusives des Outre-mer français, en tout cas ceux de notre période. Et vous voyez que du point de vue de l'emprise et la position dans le monde, on a comme ça des possessions territoriales qui sont un petit peu partout, et ça offre un avantage assez extraordinaire. Il nous reste encore cela pour pouvoir se projeter dans des espaces avec des particularités géopolitiques, géostratégiques, environnementales, humaines, extrêmement différentes. C'est une richesse. On dit par exemple que l'avenir de la France sera dans la mer, et on dit aussi que les Outre-mer seront, la chance de la France de ce point de vue-là. Effectivement, on accède
grâce à cette outre-mer, encore à des positions géopolitiques, géostratégiques, et on se confronte également à des logiques différentes un petit peu partout dans le monde. Hein, on est connecté. Alors n'oubliez pas Saint-Pierre et Miquelon, qui aujourd'hui est une portion congrue de quelque chose qui a été une part très importante de l'empire colonial français. Hein, je vous rappelle, on commence à rentrer un petit peu dans ce qu'a été ces outre-mer. Au moment où Jacques Cartier a pris possession d'une partie du Canada, les développements coloniaux qui ont suivi sont allés jusqu'au Mississippi. Les États-Unis, à cette époque-là, enfin l'Amérique du Nord, étaient essentiellement françaises bien avant, en termes de surface occupée, bien avant d'avoir été britanniques. Et suite aux différentes guerres du XVIIe, du XVIIIe et du XVIIe et XVIIIe, la France va perdre cette emprise spatiale, va se faire remplacer par les États-Unis, et ne restera plus que Saint-Pierre et Miquelon. Mais Saint-Pierre et Miquelon a été conservé, d'ailleurs parce qu'on estimait à l'époque que s'y trouvait une population maritime qui était utile pour les navires de la Royale. Donc c'est intéressant. Donc vous voyez, globalement, nous touchons, grâce aux territoires et aux zones économiques exclusives, à peu près toutes les portions du monde. Alors, attention à cette notion de territoire. La zone économique exclusive, vous avez dû avoir une introduction sur les différents zonages que apporte la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Convention de Montego Bay. La ZEE, la zone économique exclusive, donne des droits économiques et des obligations environnementales. Ça ne nous donne absolument pas des droits de territorialité au sens terrestre. Si on devait faire apparaître ce qu'est une souveraineté proche de la souveraineté terrestre, vous auriez simplement l'impression qu'on a repassé le contour des îles avec un crayon un petit peu gras, puisqu'on va jusqu'à 12 nautiques ou 24 nautiques sur certaines prérogatives douanières. Mais 200 nautiques, 200 370 km au large, c'est une souveraineté partielle. Hein, ne perdez pas de vue ces éléments-là, et qui va ne concerner que l'aspect économique et l'aspect environnemental. Ces territoires apportent une position dans le monde, ça amène aussi des ressources pour la métropole. Ils existent également en tant que territoire de la République avec un certain nombre d'obligations. Vous aurez une conférence sur ce sujet-là. C'est un connectant. Ils sont en interaction avec le monde, et il s'agit aussi de réfléchir à les protéger. Enfin, M. Verlus a dû vous le dire, 11 millions de kilomètres carrés, nous serions la deuxième surface maritime mondiale. 95-97% de cette surface maritime se situe dans les Outre-mer. Ce qui vous porte bien la question de la puissance maritime et surtout cette question de l'intérêt maritime pour la France, mais aussi l'intérêt des Outre-mer dans cette perspective du développement économique maritime, de la croissance bleue et également de la croissance durable bleue avec la prise en compte des problématiques environnementales. Alors je vous disais que du point de vue de l'histoire, il y a eu une construction extrêmement intéressante. Il y a eu cette colonisation qui a débuté pour l'essentiel au XVe et XVIe siècle. Ça a commencé avec Terre-Neuve, avec Jacques Cartier, et puis après c'est descendu au niveau essentiellement de l'Atlantique, au niveau des Antilles et Guyane. Ça ne veut pas dire que le monde et les pouvoirs européens ne se déployaient pas ailleurs sur les océans, mais la France s'est progressivement installée dans ce qui deviendra aujourd'hui et ce qui en restera ces outre-mer, d'abord au niveau de l'Atlantique, puis au niveau de l'océan Indien. L'océan Indien, ça s'est fait pour l'essentiel à l'époque de Louis XIV, puisque l'île de la Réunion et l'île Maurice étaient l'ensemble des îles Bourbon, on les appelait comme cela. Il y avait d'autres territoires qui étaient connexes, par exemple Madagascar. Et puis au XIXe, c'est là où la France prendra possession des territoires dans le Pacifique. Vous voyez que ce lien s'est fait progressivement et finalement a suivi des développements qui étaient liés à des dynamiques géopolitiques, à des dynamiques de mise en valeur de territoires, mais aussi à des dynamiques et des barycentres économiques et d'intérêt économique de l'ensemble de l'Europe. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est un résiduel de dynamiques antérieures qui ont été plus ou moins fortes suivant les époques, qui ont eu des déterminants géopolitiques, notamment par rapport à la course de puissance entre les États européens, mais aussi des déterminants capitalistiques. Et à ce
de ce point de vue, la création de ces territoires distants, d'un point de vue maritime, est tout à fait particulière. Pourquoi? Parce qu'aux époques auxquelles se sont passés ces déploiements de cette aventure maritime française et européenne, eh bien, il y a un ticket d'entrée sur les océans. On ne va pas sur les océans gratuitement. Il faut mobiliser du capital. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'il n'y avait pas tant d'opportunités d'investissement au niveau de l'Europe à cette époque-là. Les aventures coloniales ont été un énorme vecteur d'investissement privé, d'investissement nobilaire, de la classe nobilaire, et de l'investissement royal. Chacun y cherchait des éléments propres, mais il a fallu mobiliser du capital. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et ce n'était pas non plus n'importe quel type de capital, c'était du capital risque. Il s'agissait de placer de l'argent pour en tirer un bénéfice, pour en retirer un bénéfice, et il s'agissait de le mobiliser, sachant que les résultats les produits, la rente qui allait être extraite de ce capital, n'allait probablement pas être réinvestie dans cette aventure maritime. C'est une des particularités historiques du capitalisme maritime, c'est qu'en fait on va chercher des capitaux risqueurs et que ces capitaux risqueurs vont jouer, vont gagner, vont perdre également parce que l'aventure maritime est extrêmement risquée et le produit, la rente, va être extraite et capitalisée ailleurs. Donc pour entretenir cette puissance maritime, cela nécessite de régénérer le capital, ça nécessite de remobiliser ces capitaux risqueurs. Et ça a été un des éléments qui a été au moins aussi prégnant que la volonté économique d'un souverain d'aller chercher des territoires, éventuellement d'un pouvoir religieux d'aller chercher à étendre ses ouailles. Mais cette dynamique, au-delà de la dynamique de la volonté politique ou religieuse, il y avait également une dynamique capitalistique qui était tout à fait particulière. Ça n'a pas été non plus quelque chose qui s'est cantonné dans le champ du maritime. Ces capitaux risqueurs, d'abord touchaient à tous les possibles de l'investissement maritime. Quand vous investissiez sur les colonies, notamment au niveau des Antilles, généralement vous étiez également investisseur dans la traite, donc l'esclavage, le commerce triangulaire. Vous étiez également investisseur généralement dans le commerce du sel, et vous étiez aussi investisseur dans le commerce de la morue. C'était à chaque fois des entreprises maritimes, des aventures maritimes, qui étaient financées par des gens qui n'étaient pas marins. Alors, il y a eu quelques réussites, il y a eu quelques familles qui sont des véritables familles d'armateurs, mais la plupart du temps, le gros de l'investissement capitalistique a été du fait d'investisseurs, soit de la bourgeoisie, soit de la noblesse, parce que le roi investissait, qu'il fallait plaire au roi, et donc on allait suivre le roi dans ses investissements. Ça, c'est un élément important, puisqu'on se rend compte que la notion de développement sur les océans, pour aller chercher ces investissements capitalistiques, touchait un public qui était beaucoup plus large que celui des marins. D'ailleurs, si on regarde dans le temps et l'histoire, à nouveau, les marins, souvent, sont des prestataires de services au service d'investisseurs capitalistiques qui ne sont pas dans ces territoires maritimes, qui auront des relais marchands, portuaires, mais vous avez, alors il existe deux exemples qui sont à peu près peu connus, mais qui sont bien inscrits. Vous avez notamment Orléans et Lyon, qui sont deux villes qui ont pu mobiliser du capital. Orléans, c'était un capitalisme essentiellement nobilaire et un petit peu bourgeois, ensuite bourgeois. Et Lyon, c'était purement bourgeois, avec des alliances financières qui se faisaient au niveau, par exemple, des financiers florentins. Donc, ces alliances-là montrent que par la coopération, des territoires non maritimes ont réussi à drainer du capital risque, se projeter sur les océans, se projeter dans un territoire distant, en retirer un gain et ensuite devenir une force d'influence. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant pour Orléans comme pour Lyon, c'est qu'ils ont organisé à la fois cet investissement pour récupérer des matières premières, pour également valoriser chacun des segments de rentabilité, mais aussi ils en ont fait
ils ont organisé le flux retour pour rapatrier la richesse. Donc on investit pour créer de la canne, pour créer de la soie, tout ce que vous voulez, on investit, mais quelque part on va approvisionner des manufactures qui sont basées à Orléans et à Lyon, mais on va également réexporter vers les colons des produits finis, notamment des produits de luxe, puisque les colons établis là-bas qui dépendaient de la noblesse étaient entre guillemets sevrés des plaisirs de la cour et avaient un besoin de réinvestissement. Et donc toute l'industrie du luxe aujourd'hui a été fortement structurée par l'envoi de produits finis à destination de ces personnes qui étaient isolées et qui avaient quand même du capital, accumulé un minimum de capital, et qui avaient un besoin de consommer. Déjà dès le XVIe et XVIIe siècle. Alors, du point de vue des risques, on voit bien qu'on est dans la distance, et donc il y a des flux, il y a des richesses qui vont se déplacer sur des océans, et à cette époque, le risque, ou plutôt la menace humaine, était directement liée à 3 points. Le premier, c'était le point de la sûreté en mer. Il s'agissait donc, via la piraterie ou la flibuste, vous voyez tout ce qu'est la flibuste, d'essayer de capter ces flux sur les océans. Les Français, d'ailleurs, en tant qu'État, ont essayé eux-mêmes de développer cette capacité à atténuer des pouvoirs financiers de nations concurrentes, par exemple l'Espagne. On allait mettre en place une flibuste d'État qui ensuite a échappé au pouvoir de l'État pour prendre son autonomie en tant qu'opérateur privé, indépendant, libertaire. Mais la France, à l'époque, essayait de récupérer les numéraires que l'Espagne allait retirer des routes de l'Amérique et comme ça amoindrir ses capacités financières à mener des guerres sur le territoire métropolitain. Ces routes, elles étaient exposées par rapport à la piraterie. La piraterie, c'est du brigandage qui s'exprime au-delà, disons, sur la haute mer. Elle était exposée également aux menaces d'État, puisque les conflits en mer pouvaient couper ces liens entre la métropole et ces territoires distants. Alors, ces liens, ils étaient souvent momentanément coupés, ce n'était pas définitif. On avait des produits de substitution, par exemple la betterave à la place de la canne à sucre, mais il y a quand même une notion d'exposition puisqu'on est sur la longue distance. Et puis, il y a d'autres éléments qui peuvent amener également, dans cette époque-là, des facteurs de risque. On est quand même sur un certain nombre de cas sur des conquêtes, et vous avez aussi des problèmes de cohésion de territoire. Ces cohésions de territoire, il y a plusieurs exemples qui sont mis en avant, mais par exemple, on peut prendre au moment de la Révolution française, avec l'abolition de l'esclavage, les colons antillais ont refusé cette abolition et ont ouvert les territoires d'outre-mer au pouvoir britannique, qui s'en est saisi avec plaisir. Il a fallu reconquérir ces territoires par des forces amphibies, c'est-à-dire une opération navale avec une combinaison d'opérations navales et de débarquement. Et donc ça, c'est également des facteurs de risque. Mais on était quand même sur des choses qui étaient très liées à la captation de la richesse, la sécurisation des voies commerciales. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Ce que l'on peut remarquer de nouveau avec cette carte, c'est que, après avoir été au cœur de la mondialisation pendant 300 ans, 400 ans, 500 ans, aujourd'hui, ces territoires, ce qu'il en reste, eh bien, on est en marge de la mondialisation. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer rapidement une carte qui est la carte des routes maritimes. Et si vous faites le parallèle entre la carte précédente et ces cartes de routes maritimes, vous voyez que les principaux échanges aujourd'hui ne passent plus par les territoires d'outre-mer, les possessions d'outre-mer. L'essentiel de la mondialisation se fait sur une espèce d'anneau qui a lieu plutôt dans l'hémisphère nord, qui va relier un anneau maritime, qui va relier la Chine, d'un côté l'Amérique du Nord et de l'autre côté l'Europe. Auparavant, cet anneau était plus dense, au niveau du commerce transatlantique. Le commerce transatlantique a baissé. C'est bien entendu le résultat de la spécialisation mondiale et de la Chine devenant l'atelier du monde. Donc ces territoires, on verra ça après, ces territoires maritimes sont bien aujourd'hui en dehors des grands flux mondiaux et quelque part en dehors de la mondialisation. Ils le sont d'autant plus que même au niveau, par exemple, de l'accès à l'information et de l'accès aux câbles Internet, ils sont assez mal desservis. Ça monte en puissance, ça rattrape, mais ils sont pour l'instant en marge de la mondialisation.
Pour autant, il présente tous les caractères maritimes usuels que vous pourrez rencontrer, par exemple, en France métropolitaine. Alors, les océans ont 3 fonctions pour l'humanité au jour d'aujourd'hui. Les océans servent de vecteurs, de support à des vecteurs, de support à des flux. Là-dessus, vous allez retrouver le commerce mondial et vous allez également retrouver toutes les problématiques liées au déplacement de flottes militaires. L'océan, de ce point de vue-là, est une autoroute. Et vous avez vu avec les cartes que finalement, on peut se déplacer partout sur les océans, mais on va privilégier des routes. Et ça apporte un certain nombre de contraintes techniques qui sont radicalement différentes de ce que l'on va avoir sur Terre. Le milieu, par rapport à celui qui va se déplacer, a quasiment à peu près la même forme partout. On est devenu indépendant des vents, donc maintenant, grâce à la propulsion, on est à peu près, on peut aller à peu près avec les mêmes contraintes à peu près partout. Donc on a une isomorphie et on raccourcit les temps puisque par rapport à un déplacement terrestre, on va se retrouver beaucoup plus libre. Donc ça, c'est grosso modo la manière dont la société française perçoit les océans, c'est-à-dire avant tout un support à des flux. Quand on parlera d'ailleurs de puissance maritime, viendront spontanément 2 termes, la puissance navale, c'est-à-dire les forces armées sur les eaux, et la puissance des marines de commerce. Il y a d'autres fonctions sur les océans qui sont au moins aussi anciennes, au moins la première. Les océans sont également source d'une rente économique en tant que telle, pour l'espace qu'ils représentent. Historiquement, c'est bien entendu les activités de pêche, où là, on va prélever quelque chose qui est dans les océans, et les territoires d'outre-mer ont été extrêmement moteurs par rapport à ces ressources contenues dans la colonne d'eau ou sur les fonds des océans. Prenez encore une fois Saint-Pierre et Miquelon, c'était la pêche de Terre-Neuve. Aujourd'hui, l'océan Indien, c'est le thon tropical. Vous avez également d'autres sources en termes de rente. Vous avez aujourd'hui tout ce qui est minier, qui n'est pas vraiment développé encore, mais vous avez également tout ce qui est énergie, hydrocarbures. Et également, dans les Outre-mer, aujourd'hui, il y a des prospections pétrolières et gazières qui sont réalisées aujourd'hui en Guyane, qui est quand même c'est la deuxième fois que l'on va chercher des produits pétroliers dans les territoires maritimes. La première fois, on a des prospections dans le golfe de Gascogne qui n'ont pas donné grand-chose pour l'instant. Le gros des prospections se font aujourd'hui en Guyane, et on sait qu'il existe dans le canal du Mozambique également un certain nombre de ressources. Et puis, vous avez la dernière fonction, qui est une fonction relativement récente, qui est la fonction hédoniste. Cette fonction hédoniste est particulièrement développée dans les Outre-mer depuis principalement les années 70. Vous allez retrouver le tourisme littoral, le tourisme balnéaire littoral, et également tout ce qui est croisiériste, notamment dans les Caraïbes. Vous voyez que nous avons donc accru notre dépendance aux océans. Nous avons donc accru la possibilité d'être impactés plus durement par des menaces maritimes. Et ces menaces maritimes couvrent aujourd'hui l'intégralité du champ de ce que l'on peut retrouver en matière de menaces. Vous avez par exemple des menaces d'immigration illégale qui vont venir par la mer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Mayotte est très concernée par ces problématiques d'immigration comorienne, notamment de l'île d'Anjouan. Mais vous allez vous rendre compte également, si vous faites un petit peu attention, c'est public, c'est dans l'actualité, qu'il y a des migrants qui viennent aujourd'hui de Tanzanie, qui viennent du Kenya. Vous avez également des mécanismes de terrorisme, ou en tout cas de radicalisation, qui vont passer par ce flux, non plus pour toucher Mayotte, mais pour toucher Madagascar. Vous voyez que Mayotte est au carrefour d'un certain nombre de dynamiques liées à l'immigration. L'immigration illégale, c'est également quelque chose qui se développe au niveau de La Réunion, avec très récemment, depuis 6 mois à peu près, vous avez des pêcheurs sri-lankais, des navires sri-lankais qui vont transporter des migrants illégaux qui viennent s'échouer sur les côtes de La Réunion. Vous avez également d'autres types de menaces comme la pêche illégale. Cette pêche illégale, par exemple, va toucher la Guyane de façon très dure également, avec une pêche illégale brésilienne extrêmement agressive sur l'eau.
Et puis, d'autre côté de la frontière, de plein ouest, vous allez retrouver une pêche illégale surinamienne et georgetonienne, pardon, avec donc des déplacements qui peuvent commencer à s'éloigner en termes de centre de décision de cette activité illégale qui va venir impacter ces territoires. Vous avez également eu, notamment à partir de 2016, une très forte pêche illégale en Nouvelle-Calédonie qui provenait du Vietnam. Alors, je ne sais pas si vous voyez la distance qu'il y a entre le Vietnam et la Nouvelle-Calédonie. Ça a été plus que surprenant. Ils venaient chercher un produit qui est assez rare et très bien valorisé, qu'on appelle l'holothurie ou le concombre de mer. Et ils étaient capables de financer, ces acteurs privés, criminels, étaient capables de financer une aventure maritime avec un risque énorme sur une très longue distance, puisqu'il faut plus de 40 jours de mer à l'aller pour venir du Vietnam chercher les holothuries. Certains de ces opérateurs également opéraient des activités d'immigration illégale qui n'ont pas été constatées sur le territoire français, qui touchaient les îles qui étaient beaucoup plus au nord. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de ces mécanismes, à partir, encore une fois, de bateaux de pêche, vous aviez, aux îles Salomon, des immigrants illégaux qui provenaient du Népal. Voilà, la moitié provenait du Népal, l'autre moitié d'Inde, et ils étaient embarqués sur des bateaux vietnamiens pour arriver au milieu du Pacifique. Il faut avoir aussi conscience que les outre-mer français n'ont pas tous la même valeur. Une partie d'entre eux font partie des territoires ultramarins de l'Europe. Et ça, c'est un effet d'appel qui va jouer sur des motivations criminelles pour, une fois le territoire pénétré, pouvoir accéder par effet rebond à un certain nombre de mécanismes. Alors, je ne vous ai pas parlé d'une criminalité en mer qui est extrêmement connue, c'est les narcotrafics. Et là, la France est très présente au niveau d'opérations conjointes dans les Caraïbes. Et ça occupe un temps très important des opérations maritimes françaises, d'ailleurs opérées par la Marine nationale, dans ce qu'on appelle l'action de l'État en mer. Cette action de l'État en mer correspond à, donc, comme on le dit, l'action de l'État sur des champs non guerriers, donc de la basse intensité, si vous connaissez un petit peu ce vocabulaire militaire, la basse intensité, pour des opérations en support des opérations de police ou de douane. Alors après, sur les menaces, vous avez également des choses assez surprenantes qui vous étonneront peut-être. Vous avez par exemple des prospections illégales dans les ZEE françaises du canal du Mozambique, où la Marine nationale a arraisonné un navire de prospection pétrolière qui détenait une autorisation de prospection signée en bonne et due forme par le Mozambique. Pourquoi? Parce que ces territoires sont contestés. Tous ces territoires ne sont pas reconnus. Ces territoires maritimes sont contestés. Qu'est-ce que l'on remarque dans ces menaces d'aujourd'hui? On remarque qu'il y a le panel des menaces s'est élargi. On est de plus en plus exposé à ces menaces. Nous avons des populations littorales qui sont de plus en plus importantes. Donc elles aussi se retrouvent de plus en plus en prise avec des possibilités de connexion criminelle. Et puis les déterminants de ces menaces sont de plus en plus diffus et de plus en plus éloignés. Pour vous donner une idée, les espaces stratégiques français, il y a 30 ans, c'était la Méditerranée. La Marine nationale avait un cercle la première ligne de défense, c'était la Méditerranée. Toutes les menaces venaient de la Méditerranée. Aujourd'hui, on considère les Outre-mer comme la Méditerranée. Il faut pouvoir se déployer, puisque nos populations sont également, elles-mêmes, en prise avec des mécanismes criminels qui sont en proximité autour de ces territoires et qui impactent aujourd'hui ces territoires. Et ça, c'est un élément assez important. D'abord, par rapport aux grilles de lecture qui prévalaient lors de la guerre froide, on n'a plus ces affrontements entre des États. On a aujourd'hui des dynamiques qui sont essentiellement portées par des opérateurs privés qui vont plus ou moins instrumenter certains États. Vous savez aussi que tous les petits États insulaires sont extrêmement fragiles au risque de corruption, puisque les revenus économiques ne sont pas forcément si diversifiés que cela. Et des opérateurs privés, y compris criminels, peuvent prendre l'ascendant sur des dynamiques d'État, notamment sur des États insulaires, qui sont autour de nos possessions. Quand je dis nos, je pense bien aussi bien la France métropolitaine que les populations d'outre-mer.
Vous avez également aussi une dialectique publique-privée qui est particulièrement importante, parce que vous avez peut-être entendu parler des grandes aires marines protégées qui sont en train d'être négociées. Vous avez des opérateurs, vous savez qu'un parc national au niveau environnemental va créer un comité de gestion. Il va falloir avoir une certaine légitimité pour pouvoir faire partie de ce comité de gestion, notamment en tant que représentant de la société civile, qui est une forme de démocratie locale où on va, entre guillemets, donner la parole aux populations. Vous savez aussi peut-être que des ONG vont vouloir pénétrer ces comités de pilotage puisqu'on va parler d'environnement, et qu'aujourd'hui, quand on est une ONG américaine ou une fondation caritative américaine, il suffit de recruter 3 Français, d'ouvrir un bureau local et de prétendre à parler au titre de la population française dans le cadre de ces arènes où on va négocier finalement une occupation et une finalité sur ce territoire maritime. Et là également, ça se passe en Outre-mer aujourd'hui, ça se passe notamment en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et on a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas des menaces, mais qui sont des jeux, des zones grises qui se développent, sur lesquelles les notions de public et privé vont être impactantes, aussi bien du point de vue de la cohésion du territoire, que des finalités, que de la démocratie locale, et tout cela sur ces espaces maritimes. Alors si je dois maintenant vous parler de qu'est-ce que sera demain cette composante maritime des Outre-mer. Alors on va reprendre un petit peu les différents points, notamment le premier point qui va être les axes logistiques. Je vous ai montré tout à l'heure les routes maritimes d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant de voir, c'est leurs évolutions dans le temps. Vous avez ici un dessin, une carte qui a été réalisée en 1937 par Haushofer, qui était l'un des pères de la géopolitique, qui a eu des soucis réputationnels puisqu'il était allemand, et au moment de l'époque nazie, on a accusé la géopolitique de servir les argumentaires de conquête du monde nazi. Mais en tout cas, ce qui ressort de ces cartes, c'est que finalement, les routes maritimes n'ont peu évolué entre cette carte-ci et la suivante que je vous ai montrée tout à l'heure. Si on fait les parallèles, on retrouve bien ces axes. La seule chose qui a changé, c'est l'intensité du commerce, puisque avant 1937, l'essentiel du commerce maritime avait lieu principalement entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Et les autres routes maritimes étaient également fréquentées, notamment la route du Japon existait déjà entre le Japon et l'Amérique du Nord, et cette dépendance vers l'océan Indien et le sud-est asiatique. Aujourd'hui, et vous voyez qu'à l'époque, bien, les Outre-mer français n'étaient pas déjà nécessairement extrêmement présents sur ces axes-là. Bon, à cette époque-là, il y avait également l'Empire colonial français, qui faisait partie des Outre-mer français. Donc là, il était forcément bien connecté. Aujourd'hui, je vous ai montré cette carte, les routes restent sur cet anneau de l'hémisphère nord, avec plutôt un axe qui va être Chine-Europe ou Chine-Amérique du Nord. L'axe sud commence à se développer. Et ce que l'on peut remarquer, c'est qu'avec le développement des BRICS, Brésil, Afrique du Sud, Russie, j'en oublie, Inde, on peut rajouter aussi l'Indonésie et la Chine, est en train de se développer cette coopération sud-sud qui est déjà bien amorcée, où en fait on va tourner vers un monde qui va être de plus en plus sino-centré. Autrement dit, le barycentre économique des échanges mondiaux et donc des échanges maritimes est en train de basculer. Le barycentre, donc le point d'équilibre, a basculé déjà de l'Atlantique vers l'océan Indien et continue son déplacement et va arriver quelque part au sud du sud-est asiatique et peut-être probablement dans le Pacifique. Ce que l'on peut noter, c'est que ce changement de barycentre amène un changement des équilibres maritimes. On va garder cet anneau hémisphère nord, mais se développent également les routes qui approvisionnent la Chine. Alors, elles sont déjà pas mal développées puisque la Chine a fait un fort effort de développement, a construit beaucoup d'infrastructures. Pour construire des infrastructures, il faut du fer, il faut du minerai. Donc en tant que telle, la Chine a déjà structuré notamment les flux de vraquiers, ces navires vraquiers. Et la Chine, par ce qu'on appelle la stratégie de One Belt, One Road, en fait c'est plusieurs, donc une ceinture et une route
autrement dit les nouvelles routes de la soie, développe également des investissements dans des infrastructures portuaires et commence elle-même à délocaliser un certain nombre de ses activités, notamment en Éthiopie, vous avez certainement entendu parler de ça, mais pas que, au niveau du Brésil, et en fait est en train de structurer des nouvelles routes maritimes. Et là, il ne s'agit pas de nouvelles routes maritimes, il s'agit en fait des routes secondaires précédentes qui vont être revalorisées. Et là, pour le coup, nos Outre-mer, pratiquement tous, à part Saint-Pierre-et-Miquelon, sont au cœur de ces nouveaux flux. Pas forcément des touchés portuaires, mais ils voient passer au large à peu près l'intégralité de la nouvelle mondialisation. Et on sait, les perspectives en termes de développement de commerce mondial sont plutôt à la stagnation, ou en tout cas de l'ordre de 5 à 10% de croissance seulement, après avoir connu des 25 et 30% de croissance sur les routes précédentes entre la Chine, l'Europe, la Chine, les USA. Le gros de la croissance va se faire maintenant sur ces routes secondaires qui sont très faiblement encadrées par des accords internationaux sur la sécurité des navires. Et ça fait peser une menace particulièrement importante en termes de risque de pollution sur ces outre-mer, également en termes de risque de fret illicite, et ça les expose à des mécanismes nouveaux de criminalisation maritime. Alors qu'est-ce que je viens de vous dire? Criminalisation maritime. La criminalité maritime est en train d'évoluer. À la criminalité précédente qui allait utiliser le vecteur maritime comme vecteur d'opportunité, passer un conteneur de drogue sur un porte-conteneur, c'est quelque chose qui se faisait, c'est-à-dire qu'on utilise la mer comme vecteur d'opportunité, parce qu'on n'a pas le choix, il faut aller par les océans, mais aussi parce que les flux maritimes mondiaux ont été multipliés par 5, ce qui est considérable. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité, cette multiplication par 5, et que, puisque cette multiplication par 5 est intervenue pour l'essentiel après la guerre froide, eh bien, on a limité les capacités contraignantes policières de l'État. Donc, grosso modo, on a gardé à peu près les mêmes capacités de contrôle de ces flux, sachant que ces flux ont été multipliés par 5. Autant vous dire qu'on ne capte même pas 1% des flux criminels qui passent aujourd'hui sur les océans. Alors ça, c'est la mer utilisée comme vecteur d'opportunité. Et il se passe un autre mécanisme, c'est qu'aujourd'hui, il y a un décrochement au niveau, par exemple, des flottes de commerce, entre le nombre de navires et les frettes qu'il y a à transporter. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de capacité de transport que de fret. Ce décrochement est intervenu en 2008, au moment de la crise économique. Et pour diverses raisons liées en fait à des mécanismes de surinvestissement et des mécanismes spéculatoires financiers sur ces flottes de commerce, on n'arrive pas à réguler cette surcapacité. Donc, les flottes de commerce aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, sont en train de perdre de l'argent et beaucoup d'argent. Quelle est la conséquence de cette perte d'argent? Eh bien, vous abaissez le ticket d'entrée maritime. Ça veut dire quoi, abaisser le ticket d'entrée maritime? Ça veut dire que pour le prix de 1 pavillon en banlieue parisienne, vous achetez un navire qui fait 100 mètres de long, sur lequel vous pouvez charger à peu près ce que vous voulez. Parce que cette capacité de transport, elle ne peut pas être déconstruite, parce que le prix de rachat du navire d'occasion est trop faible pour pouvoir le permettre de sortir, pour pouvoir le permettre de déconstruire. Donc il reste en place. Donc les opérateurs perdent de l'argent, et progressivement, c'est un mécanisme nouveau qui va venir s'ajouter au mécanisme de criminalité dont on parlait, la mer vecteur d'opportunité. Vous avez aujourd'hui une criminalisation des opérateurs économiques. Et cette criminalisation est absolument catastrophique, parce que quand on parle de criminalisation, on parle d'habitude, on parle de sociologie, on parle de dépendance économique, et on en prend probablement pour une centaine d'années. Vous n'avez qu'à voir comment le crime corso-marseillais, quand est-ce qu'il est né, ce crime corso-marseillais? C'est un exemple, grosso modo, après la Première Guerre mondiale. Il est encore présent aujourd'hui. Ça fait à peu près 100 ans qu'on se dépatouille, il a muté, il s'est hybridé, voilà, il est toujours présent. C'est ce qui est en train de se passer au niveau des océans à l'échelle mondiale, avec des centres de décision criminels qui sont à la fois très proches de nous et également très loin de nous. Et se développe notamment le secteur des navires de la troisième main. Vous savez, quand c'est de deuxième main, c'est-à-dire navires d'occasion. Eh bien aujourd'hui, on a le secteur de l'occasion, celui qui n'est pas déconstruit. Et ce secteur de l'occasion, eh bien, il va se situer dans des territoires maritimes qui sont très proches de nos outre-mer. Ça veut dire que l'on va ouvrir toute une gamme de possibilités criminelles liées tout simplement à la maîtrise d'un vecteur, d'un outil, et une maîtrise également des mécanismes
de contrôle de ces outils. Puisque vous savez qu'il y a des sociétés de classification, de sûreté maritime, il y a tout un tas de mécanismes de protection. Et aujourd'hui, c'est très facile de faire défaut. Il suffit de changer des pavillons, il suffit d'aller vers des sociétés de classification. Et ça, c'est vraiment la verrue dans cette dynamique et dans cette géopolitique maritime, qui n'est pas une verrue étatique. Et qui peut également s'appuyer sur la prise de contrôle de pavillons maritimes, d'États porteurs de pavillons. Il y a plein de manières. Il y a aujourd'hui des pavillons, je connaissais peut-être le pavillon tanzanien. Vous ne savez peut-être pas que la Tanzanie est un État fédéral et que ce n'est pas la même chose d'être immatriculé à Dar es Salaam qu'être immatriculé à Zanzibar. Il y a une autonomie de pavillonnement de Zanzibar. Grosso modo, ça repose sur 2 ou 3 personnes. Vous imaginez l'effet levier. Donc prendre un pavillon, c'est payer une redevance pour porter ce pavillon. C'est aussi s'assurer une forme de protection grâce au droit du pavillon. Autrement dit, dans la haute mer, on ne peut pas monter sur ce navire parce qu'il arbore le pavillon tanzanien de Zanzibar. Pour monter sur ce bateau, pour y effectuer un contrôle, il faut demander l'autorisation à Zanzibar. Vous voyez l'immunité que peut procurer un pavillon de complaisance, et d'où l'intérêt de prendre le contrôle de ces opérateurs étatiques qui vont délivrer ces droits de pavillonnement. Alors, là, je suis un petit peu dans le détail, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a des grands mouvements géopolitiques, économiques, et également ces grands mouvements au niveau des acteurs privés. Autre élément qui peut constituer un facteur de risque, vous avez peut-être entendu parler de la croissance bleue. La croissance bleue, c'est quelque chose qui est devant nous. Autrement dit, on va se tourner vers les océans pour essayer d'accentuer cette fonction de rente, produire de la richesse, notamment grâce aux terres rares et aux différents gisements. Les océans sont très riches, le fond des océans est très riche, et en particulier au niveau des outre-mer français, nous avons beaucoup de minerais qui font partie des éléments rares et donc des éléments stratégiques, utiles aussi bien pour la croissance verte. Les terres rares sont utilisées pour faire des électroaimants. Toutes vos éoliennes sont extrêmement dépendantes stratégiquement de la production de terres rares pour faire de l'armement, pour faire des nouvelles technologies, les ordinateurs sur lesquels vous êtes en train de taper frénétiquement, les smartphones, tout ce que vous voulez. Les matériaux composites, les supraconducteurs sont faits à partir de terres rares. Donc tout ce qui est nouvelles technologies de l'information, de la communication et du transport et de l'énergie sont extrêmement dépendants d'un produit qui jusqu'à présent est produit à 90% par la Chine. Vous voyez l'enjeu stratégique qu'il y a derrière ces océans et vers ces territoires marins. En résulte quoi? En résulte qu'on va se tourner vers les océans pour mettre en valeur ces richesses-là. Alors, il n'y a pas que ces ressources-là. Il y a également, je vous parlais de la fonction vecteur, il y a également les câbles sous-marins. Cette carte vous présente la carte des câbles sous-marins. Vous voyez que tout cela, on va vers les océans, on va accentuer notre dépendance aux océans et on va aller encore plus dans cette économie bleue, cette croissance bleue. Cette croissance bleue, elle a un corollaire, c'est qu'il faut imaginer, j'ai bientôt terminé, il faut imaginer les retombées économiques sur les territoires. Parce que si vous commencez à engager un développement économique, par exemple Wallis et Futuna. Wallis et Futuna, c'est un territoire, je suis sûr que vous êtes à peu près incapable de le situer très rapidement, tout de suite, en tout cas avant les cours de M. Verluis, vous étiez incapable. C'est un territoire qui est extrêmement riche en terres rares. Comment est-ce que nous allons mettre en valeur ce potentiel économique? Quelles vont être les retombées pour Wallis et Futuna, réellement? Est-ce que l'on va est-ce qu'on va organiser le retour vers la nation? Le retour vers la nation, c'est quelque chose qui est extrêmement important quand, historiquement, il n'y a que le pouvoir exécutif ou les pouvoirs privés qui discutent. Vous avez en général une rupture, un déséquilibre. Or ici, c'est un territoire très particulier. C'est un territoire qui a besoin de cohérence et de cohésion et de lien avec la métropole. Si aucun port n'est construit spécifiquement pour accueillir ces navires en termes de soutien logistique, si aucun emploi est créé localement pour bénéficier à la population et pas simplement un retour économique numéraire, mais également un réel emploi avec un recours à des marins, un recours à des dockers, l'équivalent wallisien ou de Futuna, comment les populations locales vont se sentir liées à ce territoire distant
qui finalement pourraient être tout aussi bien chinois que français dans une zone sur laquelle on n'organise pas cette cohérence territoriale. Donc la croissance bleue, notamment du point de vue des Outre-mer, va nécessiter de réfléchir à un contrat sociétal de puissance maritime pour assurer ce lien, cette durabilité. En clair, vous voyez bien qu'il y a des ressources dans cette mer, dans ces Outre-mer. Mais ces ressources ne peuvent être mises en valeur que de façon durable, que si elles s'inscrivent parfaitement dans une vision cohérente. Sinon, elles vont être mises en valeur, ça je vous garantis qu'elles vont être mises en valeur, mais elles ne bénéficieront pas au territoire et à la nation. Or, c'est bien à la nation, à l'État-nation, que les océans ont été donnés par la Convention de Montego Bay et non pas au pouvoir exécutif ni au pouvoir privé. Alors vous voyez, j'ai terminé ce grand panorama, qui est un pan historique, où on voit l'importance des océans pour ces Outre-mer, l'importance de ces Outre-mer pour la France du point de vue maritime. Et je vais, en conclusion, juste pointer quelques éléments de grille de lecture qu'il faut avoir. Ces éléments sont finalement assez universels et de ce point de vue-là, les Outre-mer sont un laboratoire. Premièrement, ce à quoi il est important de faire attention, c'est cette notion de grille de lecture entre le public et le privé. Ce capitalisme, cette volonté, qui sont des forces qu'il faut maîtriser pour aller sur les océans, de tout temps, ont été pilotées ou disputées par les pouvoirs privés ou les pouvoirs publics. Au moment des colonisations, c'était des compagnies coloniales privées qui agissaient sur les océans. C'est parce qu'on a réussi à aller chercher du capital privé qu'on a pu créer du territoire national. C'est parce qu'il y a eu du capital privé qui était là pour investir sur des manufactures qu'on a assuré le retour économique vers le territoire de départ. Deuxième élément, il existe une très forte conflictualité maritime. Ça ne sert à rien de vouloir la nier. Les océans sont de tout temps, et encore pour très longtemps, un espace de conflictualité. Cette conflictualité doit être prise en compte et elle doit être gérée. Alors c'est bien dommage parce que depuis la fin de la guerre froide, parler de la conflictualité est devenu un tabou sociétal. C'est pas bien. On est tous gentils, on s'aime tous, laissons faire le marché. La mondialisation, la globalisation nous montrent bien qu'il faut prendre cette conflictualité et voir toutes ses formes, et ces formes ont évolué, notamment avec la mondialisation et la globalisation. Troisième point, on se rend compte également que cette conflictualité, ces partenariats, ces conflits vont s'exprimer dans des territoires physiques, dans des territoires maritimes, mais pas seulement. Ils vont également s'exercer dans des territoires terrestres, mais aussi dans des espaces de négociation internationaux et aussi dans des espaces financiers. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous ne maîtrisez pas le capitalisme, si vous ne maîtrisez pas les mécanismes financiers, vous ne maîtrisez pas la mer. Conclusion, agir sur les océans nécessite de pouvoir piloter un certain nombre d'espaces et ces positionnements partenariaux ou conflictuels sur ces espaces. Ces espaces, moi je les appelle les arènes de la puissance maritime. Et en finale, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir s'attacher tout particulièrement à sauvegarder, tout en mettant en valeur, à protéger. Je n'ai pas eu le temps de parler de l'aspect environnemental, mais c'est quelque chose qui est présent également. Et de quoi je vous parle quand je vous parle de sauvegarder, mettre en valeur, protéger? Je vous parle bien sûr de ces espaces maritimes, de ces espaces terrestres distants, mais aussi et avant tout de quelque chose qui est absolument central, sans lequel vous ne pourriez pas faire tout cela, c'est la faculté d'agir sur les océans. Et cette faculté d'agir, ce terme-là concentre tout. Concentre la décision, la capacité à mobiliser du capital, à le régénérer, à le structurer, à le construire, à construire également une volonté collective, à construire un contrat sociétal. Voilà. Et ça, c'est la nouvelle définition que je donne à la puissance maritime. Sur ce, j'ai terminé.